Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva sur scène. Notre bistrot culture s'est délocalisé à Avignon. Nous avons pu voir ensemble une pièce écrite et mise en scène par Marie Levavasseur, L'affolement des biches. Nous avons pu la rencontrer à l'issue du spectacle ainsi que quelques comédiens, Marie Boitel, Serge Gaborio, Valentin Paté, Zoé Pinelli. Il s'agit d'une histoire que nous connaissons, l'histoire d'une réunion de famille organisée pour les obsèques de la grand-mère, Annabelle. C'est l'occasion pour la famille de se retrouver, mais aussi pour la grand-mère, une femme un peu fantasque, partie sans dire au revoir à ses enfants et à sa petite-fille, de profiter encore quelques jours des siens parmi les vivants. Effectivement, Marie Levavasseur choisit ce moment où les morts font encore partie des vivants, avant l'enterrement. Elle nous pose des questions difficiles. Quel est notre lien intime à la mort? Comment se vit-elle concrètement entre les vivants et les morts? Il y a les questions pratiques liées à l'organisation des funérailles, à la succession, mais aussi, bien sûr, la perte d'un proche. C'est un prétexte pour s'arrêter, prendre le temps de se retrouver et aussi se confronter peut-être à sa propre mort. En fait, c'est grâce à la petite fille, une adolescente de 14 ans, Cahouette, que les membres de la famille osent aborder toutes ces questions taboues, difficiles, et ils osent, ils arrivent, ils réussissent à faire leur deuil. Marie Levavasseur, bonjour. Bonjour. Alors je crois que nous avons beaucoup de chance de vous rencontrer parce que vous êtes l'auteur et la metteuse en scène d'une pièce que nous venons de voir à la Présence Pasteur à Avignon le lundi 24 juillet, L'affolement des biches. Alors évidemment nous sommes dans l'émotion, tout à fait. Donc c'est un peu difficile pour nous de vous interroger et en même temps c'est un grand plaisir. Je voudrais peut-être commencer tout modestement par le titre, L'affolement des biches, parce qu'il m'a semblé qu'il contenait évidemment une sorte d'opposition entre l'affolement et les biches, mais aussi une fragilité, une force, quelque chose est complètement en phase avec la pièce. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous est venue cette idée d'écrire cette pièce? C'est vrai que, alors, par rapport au titre, le titre m'est venu assez vite en fait. Des fois on a du mal à expliquer pourquoi, mais je pense que dans l'affolement des biches, il y avait l'idée de ces biches prises parfois dans les phares, dans les phares du chasseur, ou prises et comment, qui est une manière, une métaphore par rapport à la mort, c'est-à-dire comment quand on est surpris par la mort, comment tout d'un coup on peut s'affoler ou faire groupe ou s'immobiliser et puis effectivement il y a aussi derrière la biche le mystère, la fragilité de la mort et puis cette métaphore d'une croyance, peut-être, je sais pas, après on peut imaginer plein de choses, d'une chose qui se poursuit, d'un signe. Parce qu'en fait, vous n'êtes absolument pas effrayé par les tabous, parler de la mort, faire parler les vivants de la mort et les morts de leur vie, etc. Enfin, c'est tabou, c'est complètement difficile. Alors c'est vrai que j'ai eu envie d'écrire cette pièce pendant le confinement, parce que j'ai été absolument choquée, je crois, par la manière dont on a regardé, considéré les morts. Par exemple, mon beau-père, sa mère est morte en EHPAD, il n'a pas eu le droit d'aller la voir et pendant 3 semaines, elle l'a appelée tous les soirs en lui disant « Viens me voir », elle est morte de solitude finalement. Et je trouve ça complètement inhumain. Et effectivement, cette manière dont on a eu peur de la mort, peur du virus, peur de la disparition, finalement, ça... Je me dis, il y a vraiment une chose à réapprivoiser, reprendre soin aussi de... Parce que comme dit Cahouette au début de la pièce, je pense qu'on a un point commun, les humains, le vivant, c'est que on sait tous, on va tous au même endroit et la mort est la seule chose certaine qui nous arrive dans la vie. Et donc comment faire de ce point d'arrivée aussi une manière qui nous réancre dans la vie et comment travailler ce lien entre les vivants et les morts et comment les morts peuvent nous aider à être plus vivants et comment nous on peut aussi accompagner les morts et c'est ce que nous avons vu. Oui, effectivement. Alors c'est assez génial aussi de choisir une adolescente, 14 ans, quelque chose comme ça, et sa grand-mère, avec un grand lien
d'affection et d'amour entre elles. Bah, effectivement, moi je suis très touchée par la jeunesse aujourd'hui et comment elle peut être en capacité de nous bousculer, Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très récurrent dans toute mon écriture et dans les précédentes pièces, la relation entre les adultes et les enfants et la jeunesse. Et comment la jeunesse aussi peut nous aider à grandir, à nous bousculer, à nous élever aussi vers d'autres horizons. Et on voit bien que là, dans l'époque qu'on est en train de vivre, les jeunes s'emparent aussi de cette question-là. Ils sont en capacité de nous faire pousser dans nos retranchements, que ce soit par rapport aux questions écologiques, mais aussi par rapport à cette question-là aussi, je trouve, qui est importante. Oui, parce qu'on a l'impression qu'en fait, cette adolescente, pour nous, fait le lien, fait la médiation avec la mort, avec sa grand-mère bien sûr, mais avec la mort. Oui, parce qu'effectivement, elle est en capacité, elle a une relation tellement forte avec sa grand-mère qu'elle a envie, elle a besoin de savoir s'il y a une vie après la mort, donc de savoir comment elle peut gérer aussi la question de la disparition. Je pense que c'est quand même, quand on est enfant ou plus jeune, quelque chose de très incompréhensible. C'est-à-dire, moi je me souviens avoir posé la question à mes enfants, mais à mes parents quand j'étais petite, en disant mais pourquoi s'il y a la vie, pourquoi il y a la mort en fait? C'est absurde. C'est quelque chose d'absurde et cette question en fait sans réponse, de pouvoir en parler sans tabou et que je pense qu'il n'y a pas une réponse, que chacun doit trouver sa propre réponse en fait et de trouver sa réponse dans le lien avec les morts. J'avais lu un livre qui m'a beaucoup inspiré qui est l'essai de Vinciane Després, Au bonheur des morts, qui dit que justement la question du deuil, en fait, c'est pas la question d'oublier, mais c'est la question de laisser et de faire la place. Et quelle place on entretient justement ces liens de transmission. Comment ceux qui sont partis nous aident aussi à continuer le lien, poursuivre le lien et à nous connaître et puis à forger aussi notre identité, à construire notre histoire, notre rapport au monde, notre ancrage. Et vous montrez ça très bien, c'est-à-dire comment cette grand-mère morte, comment cette morte, en fait, rend les vivants moins morts. Oui. Comment dire, plus vivants. Oui. Puisque chacun change de visage et de costume, etc., au fur et à mesure, jusqu'à une sorte de fête païenne, primitive, qui va accompagner cette femme dans on ne sait pas où, mais enfin bref, quand elle dit je suis prête, c'est son départ pour de bon. Mais ça, vous avez montré ça. C'est vrai que je pense que quand on est vivant, on a des liens avec ses enfants, avec les personnes qu'on aime, et que ce travail, cette relation peut continuer d'exister même quand on n'est plus là, parce que là, la pièce se passe pendant les 7 jours où les morts font encore partie des mondes du vivant, et finalement, des choses réussissent à se dire, et dans ce qui réussit à se dire, finalement, il y a parfois réparation, consolation, et finalement, ça aide aussi peut-être à retrouver un axe, à se rassembler, on va dire. Oui, oui. Et que finalement la morte, même en partant, elle continue à faire son travail avec les vivants, à les accompagner. Oui. Parce qu'au début, on a l'impression d'une réunion de famille, vous savez, un peu comme dans un film de Desplechin, avec toutes les névroses des uns des autres, les conflits, les non-dits, les absences, etc. Et petit à petit, la famille se recompose, chacun retrouve... Il faut trouver sa place, voilà, retrouver sa place. C'est vrai, tout est une question de place, souvent, dans les fratries. Oui, c'est-à-dire que voilà des comédiens qui arrivent. Oui. Bien justement, on pourrait peut-être laisser ma place. C'est Marie Wattel qui joue l'adolescent. C'est Zoé Pinelli. Et Marie, si elle veut venir. Zoé Pinelli, voilà. Venez Marie. On veut bien on veut bien parler avec Zoé Pinelli parce que vous avez un rôle charnière. Oui. Quel âge vous avez dans la réalité? 23 ans. Marie, elle arrive. Et elle nous fait très bien l'adolescente de 14 oui. ans. Merci, c'est gentil. Oui. Et alors, comment avez-vous choisi ce rôle et comment vous avez peut-être été choisi par Marie de Vavasseur? Moi, j'ai pas choisi le rôle parce que en soi c'est Marie qui m'avait auditionné pour ce rôle-là parce que on s'était rencontrés parce que j'avais joué dans une autre pièce juste avant. C'était ma première pièce de Bernadette Gruson. Et on s'était rencontrés là, et du coup j'ai passé l'audition en juin 2021, je pense, 21.
Et voilà, et du coup, voilà, je suis arrivée là, comme ça. Ah oui, oui, oui. Il faut dire que vous êtes une compagnie de Lille. Oui, c'est ça. Oui, les Oyats. Ouais. Oui, voilà. Oui. Et alors, comment avez-vous abordé ce rôle? Parce que c'est un rôle évidemment crucial. En vrai, c'était compliqué parce que moi, comme je disais, c'est que ma deuxième pièce. Du coup, je suis toute nouvelle dans ce métier-là, quoi. Du coup, c'est grâce à des impros qui ont été menées par Marie et Fanny, qui était son assistante mise en scène pendant la création. Et du coup, on a fait plein d'impros autour des thèmes de la pièce. On a beaucoup discuté de comment on était reliés, nous, à la mort. Et après, grâce au texte qui est arrivé petit à petit, on a pu essayer plein de choses, essayer le côté petite fille, le côté plus adolescente, et après la mort sur la fin, et voilà. C'est joli d'ailleurs cette image de vous transformée en mort avec ce beau costume de plumes. Ouais, moi j'aime bien cette scène. Le texte a été construit au fur et à mesure de la construction de la pièce, non? Ouais. Non, pas vraiment. Je suis arrivée avec un texte qui était écrit et j'ai choisi les personnages en fonction de ce qui avait été écrit. Après, on l'a réadapté, il a rebougé au plateau. Oui. Oui, parce que vous avez un rôle, en fait, vous êtes petite fille, mais en même temps, c'est vous qui bousculez, petite fille, non, adolescente. Ouais. Vous bousculez tous les membres de la famille, parce que vraiment, vous êtes un peu comme nous, hein, on se dit, oh là là, ceux-là, avec toutes leurs histoires et leurs difficultés, aïe aïe aïe. Mais vous êtes là, et grâce à vous, et grâce au lien que vous avez avec votre grand-mère, vous réussissez à... Je rassemble tout le monde, quoi. Voilà, à les rassembler. Et vous partagez cette façon de détourner les choses avec l'employé des pompes funèbres Oui, qui Gaëtan Dufossé. vous faites équipe pour inverser Pour les un sortir petit peu de leur zone de confort. Oui. Oui, c'est ça. Voilà, C'est ça. c'est ça. Oui, oui. Oui. Alors, nous avons aussi Einstein, le père. Alors, vous êtes Serge Gaborio. Oui. Voilà. Alors, vous aviez un rôle un peu plus en retrait parce que vous êtes l'ex-mari. Ah oui, donc l'ex, bon, voilà, un demi-rôle. Oui, c'est un demi-rôle, mais c'est un demi-ex Non. aussi. Un demi-ex, Oui, c'est ça, quand oui, même. oui. Puisque manifestement, il y a encore des liens et Oui, des regrets. il est toujours amoureux d'elle, je pense. Il est Voilà. toujours amoureux d'elle. Elle était trop sauvage. Enfin, c'est elle qui est partie. Hein, donc. Oui, c'est ça, elle voulait être libre. Oui, voilà, c'est Oui, ça. oui, Ouais. oui. Mais c'est joli de nous montrer comme ça cette mort vivante, quoi. Ce fantôme, mais qui est là. tout à fait. Elle est là. Et vous êtes Marie Boitel. Marie Boisel, Oui. c'est vous. Alors la grand-mère. Oui. Oui. Vous avez assumé ce rôle avec beaucoup de vivacité. Et plaisir. Faites le cas de Et plaisir. dire. À vrai dire, j'ai suivi quand même, je me suis appuyée sur ce que le metteur en scène me disait. J'essayais de répondre à ses désirs. Il voulait une femme qui soit assez drôle, assez fantaisiste. Il voulait pas de... Voilà. Oui. Plusieurs fois, elle m'a conseillé de ne surtout pas tomber dans ce qui pourrait être du pathos, du drame, voilà quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'était une femme énergique, c'était une femme qui avait du tempérament, c'était une femme qui avait son caractère, qui n'était pas forcément toujours très généreuse, enfin bref, tout ce que... Voilà, il fallait en faire un personnage bien existant. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression, Marie Levavasseur, qu'on traverse beaucoup d'émotions au fur et à mesure de la pièce. Alors il y a des moments de grande peine quand même, mais aussi vous arrivez à nous apaiser. Alors c'est peut-être aussi grâce évidemment à notre adolescente ou à la grand-mère. Après, je dirais que ça fait partie de mon écriture, parce que dans toutes les pièces, je pense qu'il y a vraiment... Moi, quand je suis spectatrice, j'aime bien être parcourue, j'aime bien rire et j'aime bien pleurer. Et j'aime bien que le théâtre soit aussi un lieu de la catharsis, de la consolation, de la joie. Et c'est vrai que j'ai toujours cette dimension-là je pense dans toutes les pièces, même les plus anciennes, Les enfants c'est moi, Comment moi je, où à un moment donné aller choper aussi le spectateur à un endroit de l'émotion. Oui. Pour pouvoir aussi s'identifier, c'est-à-dire que je pense que le théâtre pour moi c'est aussi le lieu du sacré, le lieu
de la réparation, le lieu qui fait humanité. Et c'est, je pense, ce que j'aime aussi dans le théâtre, cet endroit d'union aussi, de communion. Alors justement, il y a un personnage, le Méphisto, enfin je l'appelle Méphisto, celui qui est les pompes funèbres. Oui. On dirait Méphisto quand il arrive. Méphisto. Ah oui. J'ai pensé Méphisto parce que bon, il avait l'air comme ça. Et Non, finalement, après, il était dans la réparation. Oui, bah lui il est passionné, c'est-à-dire que j'ai pris le contre-pied en me disant mais c'est un personnage, pour lui la mort c'est joyeux, il est passionné par la mort et il n'est pas inquiet. Et il y a des gens, enfin j'ai rencontré des gens qui n'ont pas du tout peur de la mort. Ouais. Alors parfois parce qu'ils ont eu une expérience de mort imminente ou des gens qui sont apaisés par rapport à la question de la mort. Et Dufossé, je pense qu'effectivement, c'est un personnage qui n'a pas, c'est ce qu'il dit, il est tombé dans la mort quand il était petit et il n'a pas peur de la mort. Vraiment pour lui c'est une fête, c'est un moment joyeux et il a envie de transmettre cette énergie vitale. Effectivement, de consoler, de réparer, d'accompagner. Le monde des pompes funèbres, c'est un métier qui a peu évolué en 30 ans. Et là, depuis ces dernières années, c'est un métier, je pense, qui est en train de changer et qui va changer. Et tout ce qui est dit dans le texte, c'est aussi très documenté. C'est-à-dire qu'il y a des cimetières, il y a le premier cimetière écolo dont parle Cahuète, qui a été inauguré à Niort en 2013, voilà, qui est un jardin vivant. Donc, ça commence à bouger un peu, il y en a quelques-uns en France qui commencent à ouvrir et qui voilà, sont une autre manière aussi de penser la mort, de manière plus écologique, plus sensible, plus... Et donc voilà, c'est aussi parce qu'il y a des gens hyper précurseurs aussi, et des gens aujourd'hui qui choisissent de faire cette profession. Enfin, voilà, c'est aussi redorer le blason du croque-mort. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a plusieurs scènes de danse aussi dans ce spectacle, au son de chansons populaires italiennes. Oui. Il m'a semblé. Oui, des chansons émouvantes d'ailleurs, que nous connaissons. Enfin, moi je les connaissais. Mais à un moment, vous dansez avec votre ex-femme. Oui. Vous aussi, vous dansez avec le croque-mort. Ouais. Disons-le comme ça. Oui. Et c'est ça fait une sorte de pause, de respiration dans l'émotion. Alors, ça arrive souvent, moi, dans mes créations, qu'il y ait des musiciens en live, parce que je trouve que j'aime bien quand la présence de la musique sur les plateaux. Donc là, il n'y avait pas de musiciens, mais j'aime bien je trouve que la musique, le chant, c'est aussi je pense qu'au moment de la mort, il y a besoin de chanter, parce qu'on ne peut pas parfois dire avec les mots, pas trouver les mots aussi pour parler, et que le chant est quelque chose de très fédérateur, ou rassembleur, on chante beaucoup dans les cérémonies, que ce soit les mariages, les enterrements, les anniversaires. Moi, mon grand-père il disait un enterrement ça vaut une petite noce. Et à son enterrement on a dansé. Oui, on a chanté, on a dansé. Voilà. Oui. Mais Cardinaux. ça, là dans la pièce, c'est grâce à Cahuète. C'est Cahuète qui impose une cérémonie différente, joyeuse, avec évidemment l'aide du croque-mort. Que nous avons aussi à côté de nous. Vous êtes Valentin Pathé. Et vous avez un accent italien? Naturellement dans la ville, non. Non, pas dans la vie. Oh, formidable. Plus du nord, c'est Lille. ouais, Oui. Reims. Reims, voilà. C'est un Oui. italien de Reims. Oui, c'est ça. Alors là, vous adoptez un rôle tout à fait du Sud. Oui. Oui. Méditerranéen. Oui, c'est ça. C'est ça. Et vous avez aimé, j'imagine, danser, nous montrer aussi cette expression des corps. Tout au long de la pièce. Oui, tout au long de la pièce, c'est ça. Bah oui, en plus, pour le coup, là, ça fait écho à une libération qu'elle cherche. Cahuète, elle est tout le temps en quête de quelque chose de l'au-delà ou d'un ailleurs. Et moi, j'ai l'impression qu'elle y arrive par le dépassement physique, de chercher quelque chose qui la dépasse. Et grâce à Dufossé par la parole, et pour elle-même, grâce au mouvement et à ce qu'elle peut réussir à appeler, peut-être, si ça existe. Oui. Et Cahuète, elle pose la question.